Bonjour à tous, je suis Gaëlle Pinson, la directrice générale du Hub Francia. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de la série Un jour une start-up organisée donc par le Hub Francia. Le Hub Francia est une association dont la mission est d'accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle par ses membres, qui sont des grands groupes, des start-up, des PME, des ETI. Et un jour, une start-up, c'est une initiative que nous avons lancée pour mettre en lumière les solutions d'intelligence artificielle des start-up du Hub, rapportées à des cas d'usage dans des filières, des cas d'usage métiers. Et donc, ces webinars sont l'occasion de se familiariser avec des utilisations très concrètes de l'IA. D'un point de vue pratique, pour ce webinaire donc aujourd'hui mené par Amiral Technologies autour des enjeux de la maintenance prédictive, nous allons procéder comme suit. Il va y avoir donc 20 minutes de présentation des enjeux de la maintenance prédictive et de la solution d'Amiral Technologies, puis 10 minutes vraiment de cas d'usage, et ensuite nous passerons aux questions. Je cède la parole à Simon pour ce webinaire. Merci Gaëlle. Donc je vais partager mon écran. Donc je vais vous parler aujourd'hui de prédiction de panne en mode aveugle et je vais vous expliquer ce qu'est la prédiction de panne en mode aveugle ensuite. Donc un rapide aperçu, tout le monde le sait, c'est un marché qui croît fortement. On est tous convaincus, tout le monde nous en parle. Aujourd'hui, les deux domaines sur lesquels il y a énormément d'activités en priorité sont l'énergie et le transport, mais nous voyons qu'en fait la production, le manufacturing, celui de très près, était en train même de rattraper le transport et l'énergie. On va pas parler de maintenance prédictive, qui est un processus complet qui va des capteurs jusqu'aux applications de CRM, de supply chain management, de work order management, mais on va se focaliser aujourd'hui sur le maillon faible en fait de la maintenance prédictive, qui est la partie traitement et analyse des données. Et donc c'est sur cette partie prédiction de panne, prédiction de vieillissement, que nous allons nous concentrer nos efforts, parce qu'une fois de plus c'est le maillon faible. Si cette partie-là est le maillon faible, toute la chaîne de maintenance prédictive est complètement inefficace, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc cette partie traitement des données, en fait, il y a trois types d'applications générales: la prédiction de panne, la prédiction de vieillissement et la prédiction de fin de vie. Donc, ce sont généralement ces trois types de cas d'usage sur lesquels en fait nos clients se concentrent. Alors le monde de l'industrie est un monde très spécifique par rapport au monde du tertiaire, au monde de la banque, au monde de l'assurance, du retail, du web, en ce sens qu'il y a toute une variété d'équipements extrêmement différents, des équipements électroniques, des équipements mécaniques et autres. Il y a des données qui sont très spécifiques dans le domaine de l'industrie. Ce ne sont pas des données statiques, ce sont des données qu'on appelle des séries temporelles, et ce sont des séries temporelles industrielles qui ont des spécificités particulières et qui font que c'est une discipline, la prédiction à partir de données de séries temporelles est une discipline toujours difficile à ce jour. Et le dernier point qui est un point majeur, l'industrie n'est pas un monde de big data, ce n'est pas un monde de cloud en général. C'est un monde où il y a peu de données et quand il y a des données, on a peu de données historiques en plus. Et comme vous le savez, généralement, quand on fait de la prédiction d'un événement, d'une panne par exemple, on se doit d'avoir des pannes dans les données historiques. Et généralement, ça, dans l'industrie, ça n'existe pas ou très très peu. Donc vous voyez qu'il y a trois types de difficultés qui sont très très spécifiques à l'industrie et qui font qu'aujourd'hui, cette partie traitement des données est une discipline difficile qui fait que la maintenance prédictive jusqu'à présent a imaginé beaucoup de promesses mais ne les a pas tenues parce que c'est un exercice difficile. Donc la question à laquelle tout le monde essaye de répondre, mais très peu de gens arrivent, et c'est le sujet aujourd'hui du webinaire, c'est comment prédire des pannes d'équipements industriels sans données historiques de panne. Donc ça, je vous rassure, c'est pas magique. Il fallait ouvrir des nouvelles voies, puisqu'aujourd'hui, personne ne sait faire ce genre d'approche de façon efficace avec des modèles prédictifs précis. C'est la question à laquelle nous répondons. Donc, bien entendu, l'industrie, le marché, on va dire, des solutions n'a pas attendu aujourd'hui pour essayer de proposer des solutions. Donc, il y a un certain nombre d'approches. Donc, une approche basée
sur des règles que l'on met sur des capteurs et puis en fonction de dépassement de seuil, on indique effectivement on est dans une zone rouge, donc on a un problème. C'est ce qu'on appelle des modèles à base de règles, à base de seuil. Donc ça marche bien pour des équipements simples, avec des capteurs simples, pour des paramètres simples. Ça a le mérite d'exister, mais ça a beaucoup de limites, notamment sur les équipements complexes où il y a plusieurs capteurs. Des approches à base de machine learning génériques, on va dire, qui sont pas spécifiques à l'industrie, donc qui sont pas spécifiques aux séries temporelles industrielles, ont peu de performance. Alors quand on parle de performance, on parle pas forcément de temps, on parle de performance des modèles. Une performance de modèle, c'est un modèle qui va vous dire tout le temps, vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème, ce qu'on appelle les faux positifs. Donc, des modèles génériques, c'est bien, on peut se faire plaisir avec des modèles de machine learning, mais in fine, si le modèle n'est pas efficace, d'un point de vue utilisateur final, on verra qu'en fait, ce sont des modèles qui ne seront pas utilisés par les opérateurs industriels. Le troisième point sur la droite, ce sont les jumeaux numériques. C'est bien dans certains cas, des cas spécifiques, par exemple sur des aéronefs, on peut imaginer sur des rafales, ça se justifie quand c'est très spécifique. C'est complexe, c'est coûteux, ça ne scale pas sur tout type d'équipement, ça a le mérite d'exister, mais ce n'est pas applicable à tous les cas. Et puis vous avez en bas en fait les plateformes de maintenance prédictive, donc qui couvrent l'ensemble du spectre que je vous ai indiqué tout à l'heure. Elles ont toujours sur cette partie traitement des données issues de capteurs un trou dans la raquette. Elles sont très bien de façon générale horizontale, mais sur cette partie de maintenance prédictive, prédiction de panne, elles sont complètement inefficaces, très lourdes, très chères. Elles ont le mérite d'exister, comme je disais auparavant. Donc la voie en fait qu'il fallait inventer et que nous avons inventée, il fallait en fait répondre, et il faut toujours répondre à trois contraintes majeures. Je dis toujours que le diable est dans les détails, mais aujourd'hui, pour faire de la prédiction de panne au sein d'un processus de maintenance prédictive, il faut avoir, donc vous le voyez sur la gauche, des données historiques de panne pour entraîner des algorithmes de machine learning. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai souci. Il y a peu de données en général, et quand vous avez des données, vous pouvez avoir eu une ou deux défaillances dans le passé. Et tant mieux, parce que sinon, les équipements industriels seraient toujours en défaut. Donc, la qualité de production fait qu'au niveau des modèles, il y a une pénurie de données et que ces modèles, avec une ou deux occurrences de panne, ils n'arriveront pas à faire des modèles précis. Le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, les séries temporelles industrielles, ce sont des données de type particulier. Ce ne sont pas comme dans l'industrie, dans la banque, l'assurance, on n'a pas des individus ou dans le domaine de la médecine avec des problèmes de crédit, des problèmes de maladie où on peut avoir des données en fait sous forme tabulaire. Là, ce sont des données qui sont des données temporelles et pour en extraire des caractéristiques, donc pour faire ce qu'on appelle du feature engineering, pour ressortir des caractéristiques particulières de ces signaux-là, généralement, on a une perte d'informations qui fait que derrière, on aura des modèles qui ne seront pas précis. Donc, les deux voies aujourd'hui qui existent pour traiter ces signaux, ce sont l'approche statistique ou l'approche traitement du signal. De plus, elles ont le mérite d'exister, mais derrière, elles ne sont pas performantes. Et la troisième qui est importante, toujours le diable est toujours dans les détails. Généralement, les approches classiques ont besoin de comprendre le modèle physique qui est sous-tendu par l'équipement. Donc, d'avoir en fait des experts métiers qui vont vous expliquer, vous en tant que data scientist, comment fonctionne l'équipement. Donc, d'avoir une compréhension de son fonctionnement, de sa capacité à tomber en panne ou pas tomber en panne. Donc, tout ça, ce sont des contraintes opérationnelles majeures qui font que ça prend beaucoup de temps. Souvent, ce n'est pas très précis, voire impossible. Donc, les inventions que nous avons développées au CNRS de Grenoble et qui sont toujours en fait améliorées au quotidien font que on est capable de faire des modèles prédictifs sans données historiques de panne. C'est ce que j'appelle en fait tout à l'heure dans le titre la prédiction aveugle. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des occurrences de panne pour faire des modèles de prédiction de panne. Deuxième point, tout ceci, la génération de caractéristiques sur les séries temporelles est fait de façon complètement automatisée et utilise en fait une troisième approche. Donc, on n'est ni dans l'approche statistique, ni dans l'approche traitement du signal. On a inventé une troisième voie dont je vous parlerai un peu tout à l'heure et qui est complètement automatisée. Donc, on n'a pas besoin d'être un data scientist pour pouvoir utiliser cette partie-là.
puisqu'en fait, notre cible, ce ne sont pas les data scientists, ce sont les experts métiers chez nos clients industriels. Le troisième point qui est aussi majeur, c'est que il faut avoir une solution qui soit complètement agnostique. On ne peut pas se permettre d'avoir une solution qui ne traite que des capteurs sur de la vibration, sur des équipements rotatifs, par exemple. Il faut avoir une solution qui soit complètement agnostique au type de capteur, électrique, acoustique, courant de Foucault et j'en passe, et qui soit complètement indépendante des modèles physiques, de façon à pouvoir être applicable à l'ensemble des cas d'usage au sein d'une industrie et chez un même client. Donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui, ce qu'on propose aujourd'hui au marché. Donc, la société, en fait, est une spin-off du CNRS de Grenoble, comme je l'indiquais tout à l'heure, à deux modules qui permettent de répondre à ces modèles de prédiction de panne, de vieillissement et de fin de vie. Donc, un premier module qui est la génération automatique d'indicateurs de santé à partir de séries temporelles industrielles. On pourrait dire que la propriété intellectuelle, elle est là-dedans. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'algorithmes. Des gens vous disent j'ai un algorithme magique qui fait papa-maman. Ça, ce sont des foutaises, c'est pas vrai. Le problème aujourd'hui dans le machine learning est plus au niveau de la préparation des données, avoir des données qui soient pertinentes, qui soient propres, de façon à ce que des algorithmes de machine learning puissent en extraire des prédictions. Donc, tout le monde parle de machine learning, peu de gens parlent des données, et la solution sur les prédictions de panne dans le monde de l'industrie, ce sont les données. Et c'est pour ça que notre propriété intellectuelle s'applique essentiellement à 80%, comme je vous l'ai dit, sur cette préparation des données de façon à extraire des indicateurs de santé. La partie machine learning qui est en aval, bon, il y a de l'innovation, mais aujourd'hui, c'est plutôt de l'amélioration, de l'optimisation d'algorithmes de machine learning de façon à pouvoir utiliser cette génération automatique. Donc, premier modèle, premier module, génération d'indicateurs extrêmement discriminants. Donc, on ne réduit pas l'information comme en statistique au traitement du signal. Au contraire, il y a une inflation d'indicateurs qui permet d'avoir justement quelque chose d'extrêmement riche et derrière, de façon à pouvoir avoir des modèles qui seront extrêmement précis, puisque dans certains cas, on a des modèles qui sont à 100% précis, donc on n'a pas de faux positifs. C'est extrêmement important cette précision. Le produit marche en deux étapes, comme je vous le disais, des capteurs. On est complètement indépendant des capteurs. On peut avoir des centaines, on peut avoir des milliers de capteurs. On n'est pas limité. Module de génération automatique, dont je vous répète, ce sont des inventions qui ont été faites par le CNRS. Et derrière, production d'un espace de normalité. Et sur cet espace de normalité, on va pouvoir observer des déviations. Et ces déviations seront caractérisées comme des défauts, des vieillissements ou de la fin de vie. J'entre pas trop dans l'aspect technique. Je pense que c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. D'un point de vue implémentation, il y a toujours de la même façon dans une approche de machine learning, la production du modèle et l'exécution du modèle. Ce schéma a pour intérêt de vous faire observer qu'en fait, la partie construction du modèle utilise la même technologie, bien sûr, que dans la partie opération. Mais ce qui est intéressant, la partie production prend quelques minutes, voire quelques heures. On est dans une mode de construction qui est extrêmement rapide et une fois que le modèle est construit, on le met immédiatement en production. Donc, on n'est pas sur des projets, sur des processus de construction de modèles prédictifs, donc de construction de cet espace de normalité qui vont prendre des jours et des semaines. On a une production des modèles prédictifs qui se fait de façon extrêmement rapide et de façon à pouvoir être mis en production immédiatement, donc de pouvoir mesurer immédiatement en fait les gains en mode opérationnel. Donc, notre solution, elle marche soit en mode standalone, soit en mode intégré dans un processus. La plupart de nos clients ont des chaînes applicatives. Ce que nous recommandons d'un point de vue organisationnel, c'est d'avoir une approche par étape. Première étape, projet standalone, et puis en fonction des retours, en fonction des usages, on peut l'intégrer avec des API dans une chaîne, dans un système d'information. Point important, le diable est toujours dans les détails. Au-delà des avantages que j'indiquais tout à l'heure, la solution peut marcher en mode cloud, en mode edge, donc en local sur des serveurs. 95% de nos clients travaillent en mode local pour des raisons de sécurité, donc sur des serveurs edge, près de leurs équipements, ou, je vous indiquerai tout à l'heure, de plus en plus de nos clients souhaitent embarquer des modèles notamment dans des véhicules ou autres types de machines. Donc, le côté multiplateforme est aussi important d'un point de vue mise en œuvre. Un rapide coup d'œil sur les aspects, je dirais, concurrence.
La première colonne, ce sont ce qu'on appelle des capteurs intelligents, donc des capteurs dans lesquels il y a la capacité à apprendre, à faire des modèles prédictifs. Bon, ça a un certain nombre d'intérêts. En revanche, c'est pas multicapteurs. On peut pas avoir 25 capteurs intelligents sur un même équipement. Donc, on va être par exemple sur des capteurs de vibration intelligents ou des capteurs d'électricité intelligents. Donc, ce sont des approches qui sont intéressantes, mais qui sont pas du tout agnostiques en termes de données, qui sont pas en fait multiplateformes de la même façon. Donc, c'est un aspect assez limité. Les aspects machine learning de façon générique, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est bien, mais c'est pas spécifique à l'industrie. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir faire des modèles prédictifs sans données historiques de panne, plus qui est le point majeur dans l'industrie. On n'est pas agnostique en termes de données, donc assez limité. Je pense que c'est souvent des solutions qui ne mènent nulle part dans le monde de l'industrie. Et après, vous avez un point intéressant sur la troisième colonne, des logiciels de plus en plus spécifiques à l'industrie. Donc ça, c'est plutôt bien, mais qui sont toujours en fait pris en défaut sur l'aspect données historiques de panne, sur l'aspect côté agnostique au niveau des données. Donc ce sont des logiciels qui nécessitent par exemple d'avoir des experts métiers qui vont aller positionner des seuils, ou des logiciels qui marchent très bien dans l'environnement de vibration ou sur des équipements mécaniques, mais qui ne vont pas marcher sur des équipements électroniques, par exemple, et qui sont la plupart du temps aussi uniquement disponibles sur des architectures cloud, donc pas multiplateformes. Donc nous, on a sans être arrogant, mais on a la prétention, compte tenu de tout ce que l'on voit aujourd'hui, de tous les cas d'usage que l'on a vus jusqu'à présent, d'avoir une approche qui répond à tous ces critères de façon assez homogène. Quelques exemples de clients avec donc des cas d'usage dont je vais vous parler. Donc aujourd'hui essentiellement des clients dans l'industrie avec des cas d'usage qui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure en introduction, sont essentiellement tournés dans le domaine du transport et de l'énergie, on va dire à 80%, mais le manufacturing aujourd'hui sur les chaînes d'équipement, notamment avec des cas d'usage de prédiction de qualité, de maintenance prescriptive, commence à voir de plus en plus le jour parce que nos clients souhaitent diminuer bien entendu les temps d'indisponibilité de leur chaîne de production et surtout point important, et je pourrais répondre tout à l'heure à des questions qui vont certainement arriver sur l'intérêt, sur les gains. On voit de plus en plus nos clients dans le domaine du manufacturing vouloir s'engager avec leurs propres clients sur des contrats de service, sur du service level agreement, avec des conditions de plus en plus exigeantes. Et si vous voulez vous engager sur des contrats de service de plus en plus exigeants, il faut avoir des solutions de prédiction de panne qui vous permettent de ne pas non plus payer des pénalités immenses, on va dire. Donc voilà, je dirais la présentation. J'ai tenu à peu près 20 minutes, donc c'est assez rapide. Les slides que je viens de vous présenter sont à votre disposition. Il y a mon mail et mon numéro de téléphone. Si vous souhaitez avoir les slides que je viens de vous présenter, envoyez-moi un email, je vous enverrai avec plaisir. Tout comme les cas d'usage que je vais vous présenter, je vais vous en présenter deux. Il y en a à peu près une dizaine aujourd'hui qu'on a publié sous forme de documents. Je vais en prendre deux, mais bien entendu, il y en a d'autres qui sont disponibles. Je vais passer sur un autre document, donc qui est ici à l'écran. Donc, je vais en prendre deux. Alors, j'en ai pris deux parce que je pense qu'ils illustrent assez bien la diversité des cas d'usage, la diversité des difficultés des implémentations. Alors, tout ça est anonymisé, bien sûr, pour des raisons évidentes. C'est un cas d'usage dans le domaine de l'automobile. On voit de plus en plus, en fait, on a de plus en plus de projets dans la voiture connectée, qu'il soit électrique ou pas électrique. Et là, en fait, c'est un cas d'usage dans le domaine c'est un équipementier automobile. Et l'idée, en fait, c'était de faire de la prédiction d'usure sur un des équipements du véhicule à partir d'un seul capteur qui est un capteur, en fait, d'accélérométrie dans lequel on a trois coordonnées, X, Y, Z, bien sûr, on est en trois dimensions. Et l'intérêt, c'est qu'on a pu faire ça en quelques jours, moins d'une semaine, en fait, et on a pu avoir, en fait, vous voyez, en termes de, je ne sais pas si vous voyez très très bien l'écran, mais dans les résultats, on a pu avoir, en fait, des vrais positifs à plus de 99% et uniquement moins de 3% de faux positifs, donc quelque chose qui était extrêmement performant
à partir de données qui étaient bien entendu sur lesquelles on avait très peu de cas positifs dans le passé. Point important sur ce cas d'usage, c'est que l'idée, c'est d'embarquer le modèle dans un des calculateurs du véhicule. Donc là, on est dans une approche embarquée dans le véhicule. Les modèles prédictifs, quand ils sont construits, font un peu moins de 50 kilooctets en termes de taille et ne nécessitent pas des processeurs type processeurs graphiques et autres. Donc, on peut embarquer ce type de modèle dans les calculateurs du véhicule qui sont des automobiles dans ce cas-là. Donc, ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est un peu différent. Donc là, on n'est pas dans les aspects mécaniques, parce qu'on est sur l'usure d'un équipement sur une automobile. Là, on est sur un équipement électronique où on a la problématique qui nous était indiquée. Alors là, on était plutôt avec des data scientists. Le premier cas, on n'était pas avec des data scientists. Personne ne connaissait rien à rien en termes de machine learning. Là, le challenge était différent. Donc, on a un équipement électronique dans lequel il y a 1400 capteurs. Et il y avait deux besoins exprimés par le client. D'une part, classer les capteurs par ordre de priorité, impactant en fait la panne sur ces équipements électroniques par rapport à ce que lui avait trouvé, parce qu'ils avaient déjà fait ceci. Et puis, bien entendu, faire un modèle de prédiction de panne sur très peu d'occurrences de panne. Alors, eux avaient mis plusieurs mois pour faire ça, classer les capteurs par ordre d'importance et pour aussi définir un modèle prédictif. Donc, nous, on a fait ça en même pas une semaine. On a classé des capteurs, on en a eu à peu près une vingtaine. On a identifié les capteurs que eux n'avaient pas vus. Donc là aussi, c'est intéressant chez nos clients, généralement, quand on n'est pas forcément, nos clients ne sont pas forcément que intéressés par le modèle de prédiction de panne, prédiction d'usure, c'est quels sont les capteurs qui ont une indication, une importance par rapport par exemple, à de l'usure ou par rapport à de la panne, parce que d'un point de vue recherche et développement, d'un point de vue conception des produits, ça leur donne des indications pour améliorer leurs produits. Donc, il y a un aspect qualitatif qui est non négligeable dans le fait de classer les capteurs par ordre d'importance. Et le modèle prédictif qui a été mis au point était un modèle prédictif sur lequel on avait un nombre de faux positifs qui était trois fois moins important que ce qu'ils avaient. Donc, expérimentation extrêmement intéressante qui permet aujourd'hui de passer dans un mode de déploiement. Donc là, on n'est pas dans un mode embarqué. En revanche, on était dans un mode où on avait énormément de capteurs. Alors, point important par rapport à ce que je disais dans la présentation, quand on a fait cette expérimentation avec ce client-là, pour des raisons de confidentialité, les capteurs étaient anonymisés. Donc, on avait en fait des données où on avait, au lieu d'avoir capteur température, vibration E, vibration 3, humidité et je ne sais quoi, on avait C1, C2, C3, C4, C1400. Donc, on ne savait pas ce que chaque capteur voulait dire. On n'a jamais eu d'expert métier qui nous expliquait quel était l'équipement. Donc, on n'avait aucune idée du modèle physique. Donc, vous voyez, quand je disais qu'on était dans de la prédiction aveugle, là, on est complètement dans de la prédiction aveugle. On ne sait pas ce que sont les capteurs, on ne sait pas ce qu'est le modèle physique. Et on a fait ceci, donc, je vous disais, en quelques jours. Donc, voilà, j'en ai fini. J'ai fait un peu moins d'une demi-heure. J'écoute vos questions. Merci beaucoup, Simon. Donc, les premières questions arrivent. Alors, il y en a une qui nous permet de reprendre un petit peu de recul sur les bénéfices de tout ce processus de maintenance. C'est une question de Sébastien. Quel potentiel d'amélioration des coûts de maintenance et dans quelles industries? Et j'ajouterais quel, je dirais, avantage de votre solution spécifique requérant donc peu de données? Alors, je vais afficher. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure dans un premier temps, les cas d'usage les plus faciles, les plus évidents, où les gains sont les plus tangibles pour nos clients, c'est dans le domaine de l'énergie et du transport, puisque c'est là où, quand un équipement est indisponible, quand il est en panne, c'est là en fait où les gains sont les plus importants. C'est-à-dire que quand un équipement est indisponible, donc les coûts associés à la disponibilité sont les plus importantes. Donc, pour eux, c'est ce qui justifie de façon assez évidente
d'avoir une solution de prédiction de panne. J'ai affiché, je vais revenir, j'ai affiché à l'écran, comme vous le voyez, un document. On va publier ça la semaine prochaine, qui est le résultat de notre expérience depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Quels sont les gains en fait que nos clients voient dans l'utilisation d'une solution de prédiction de panne de Amiral Technologies. Il n'y a pas que des gains, si vous voulez, en termes de coûts, d'indisponibilité. Il n'y a pas uniquement, il y a forcément, comme je réponds à la question, des gains sur le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir des données historiques de panne. Données historiques de panne, comme je le disais, il n'y en a quasiment pas. Et quand on n'en a pas, dans les solutions classiques, on est obligé d'essayer d'en créer, de faire des data lakes, de générer artificiellement des données de panne, soit avec des données synthétiques, soit en labellisant des pannes qui ne sont pas vraiment des pannes. Donc, quand je parle par exemple sur le pre-production cost lowered, il y a des coûts de préparation de données quand on n'a pas de données de panne qui sont importants. Dans notre cas, on n'en a pas besoin, donc c'est des coûts qui disparaissent. Quand je parle en tout en bas de capteurs, on n'est pas obligé. Souvent, les clients nous disent, mais bon, sur cet équipement, en fait, il faudrait ajouter 5 capteurs, 6 capteurs, 8 capteurs, 10 capteurs. Ça coûte de l'argent en termes de CAPEX. Notre solution peut vous dire immédiatement quels sont les capteurs qui sont utiles ou pas utiles. En mode, je reviens à la voiture connectée. On a des projets aujourd'hui où nos clients nous disent, bon, on pense qu'il faudrait rajouter tel ou tel capteur. Nous, on leur dit, non, ça sert à rien. Avec les 2 capteurs que vous avez déjà sur le véhicule, on peut avoir des modèles prédictifs extrêmement importants. Donc, vous avez des gains qui vont faire que vous n'êtes pas obligé de rajouter des capteurs sur tous les véhicules qui vont être en activité pour avoir un modèle prédictif. Donc, les gains sont vraiment multiples et ne sont pas que sur la partie indisponibilité, mais sont aussi sur des aspects de coûts de production, sur des aspects de capteurs, et aussi, dans certains cas, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir des services rendus à des clients de façon beaucoup plus rapide, où aujourd'hui, la différenciation des industriels, c'est de dire j'aimerais bien que moi, dans mon véhicule ou dans ma chaîne de fabrication, je fabrique des robots, par exemple, je vais m'engager, moi, vis-à-vis de mes clients qui utilisent mes robots dans les usines, sur des service level agreements, sur des contrats de service beaucoup plus exigeants que mes concurrents. Donc ça va me permettre de me différencier. Donc les clients vont me dire, tiens, eux là, ils ont des robots, mais ils s'engagent à 99,9999 avec des pénalités plus importantes. Mais comme vous avez une solution de prédiction de panne qui vous permet de vous engager, vous avez un avantage compétitif. Et ça, c'est un avantage compétitif qui peut se mesurer non pas en gain, en coût si vous voulez, mais en revenus supplémentaires. Donc on n'est pas uniquement en bottom line, on est aussi en top line vis-à-vis de nos clients. Donc on n'est pas, si vous voulez, sur les gains. Sur ces 9 points, il y a peut-être des clients qui disent nous, on est sur les 2 premiers points. Les clients qui nous disent nous, c'est les 3 derniers points qui nous intéressent en fonction du type de client, du type de cas d'usage. Très bien. Donc, on voit que tous ces gains sont liés à un traitement très spécifique des données. Et donc, il y a une question, je dirais, sur un petit peu la préparation, le paramétrage, une question d'Alexandre. Comment le client donne-t-il l'information de comportement normal versus anormal? Est-ce à faire avant le déploiement de la solution? Oui, c'est une excellente question. Bon, en général, et tant mieux, comme je le disais tout à l'heure, généralement, les équipements fonctionnent la plupart du temps en mode normal, en mode nominal, qu'en mode anormal, défectueux, parce que justement, c'est ce qui manque. Donc, il faut effectivement, le client, quand il utilise la technologie, qu'il puisse en fait donner au logiciel pas forcément de façon complètement continue, mais des plages de temps. Ça peut être par exemple une minute toutes les 5 heures, ou en fonction de la capacité de stockage, en fonction des opérations, des plages sur lesquelles en fait on peut récupérer des données sur un fonctionnement nominal. Donc là, il est évident qu'on aura besoin d'avoir quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un fonctionnement nominal. Mais ça, généralement, c'est ce qui se passe en général chez nos clients. Les équipements fonctionnent quasiment tout le temps en mode nominal. Donc l'idée après, c'est de pouvoir récupérer, je vous disais, peut-être 3 minutes par jour, 3 minutes le matin, 3 minutes l'après-midi. Pas forcément dire je vais prendre des données pendant 2 jours et puis après je vais faire tourner le logiciel. On peut prendre, c'est plutôt les fenêtres qui sont importantes avec des fréquences d'échantillonnage qui sont importantes.
Si on a par exemple des capteurs qui donnent de l'information toutes les heures, toutes les minutes, alors qu'on a un cycle de fonctionnement d'un équipement qui est du domaine de 5 secondes, on a quelque chose qui n'est pas en adéquation. Si on a un cycle de fonctionnement d'un équipement qui est de 5 secondes, ça sera intéressant d'avoir des données, par exemple, à 20 Hz ou 50 Hz, mais par exemple uniquement que sur 5 minutes par jour. Donc, c'est pas forcément des données continues. Mais le fonctionnement nominal, généralement, c'est très, très simple. Les clients savent de quoi ils parlent. Très bien. Donc, une fois que tout est en place, une question de Nicolas. Quel degré d'autonomie en termes de mise en œuvre d'une solution de maintenance prédictive un client peut-il atteindre avec votre produit? Comme je disais, aujourd'hui, le Graal dans les solutions de machine learning, c'est d'utiliser des technologies sophistiquées, mais de façon simple. Puisque dans l'industrie, comme je le disais, et tout le monde le sait, les experts en machine learning, en programmation, ne sont pas légion. Donc, il faut avoir quelque chose qui soit le plus automatisé. Les gens connaissent leur métier, connaissent leurs données, mais en revanche, ne savent pas ce que c'est qu'un algorithme de machine learning, ne savent pas coder et c'est pas ce qu'on leur demande. Donc, la solution, comme je l'indiquais, elle est complètement automatisée. Donc, les gens, bien en parler, les clients, les utilisateurs préparent leurs données sur des séquences, l'ingèrent dans le logiciel. Donc, le logiciel est quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a pas de programmation, une fois de plus. Appuie sur quelques clics. Et derrière, on a des modèles qui sont produits et ces modèles ensuite sont exécutés sur leurs données de production. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'approche, c'est dans un premier temps d'avoir un projet sur un équipement. Quand on démarre avec nos clients, un seul équipement avec un capteur ou plusieurs capteurs, voir effectivement la performance des modèles qui généralement est très très bonne, de façon à ce que les gens voient, s'approprient les performances du logiciel, de façon à ce qu'ensuite ils puissent le déployer dans des workflows, dans des processus qui soient plus intégrés, où on va s'intégrer avec des API en amont pour récupérer des données de façon automatique, en avant avec des applications où on va aller commander des personnes pour aller faire la maintenance. Et moi, ce que je recommande toujours, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus automatisé possible sur un équipement donné, en local, donc en edge, mais pas dans le cloud, et à partir de là, de pouvoir avoir une approche incrémentale d'un point de vue technique et d'un point de vue fonctionnel pour faire grandir le projet. Parce que généralement, comme on est quand même toujours sur des nouvelles approches, la vente en interne d'un projet, c'est majeur. Généralement, les gens se disent oui, il faut y aller modestement, il faut faire grossir ce succès, faire des quick wins, comme on dit en anglais, et faire grossir ces quick wins de façon à ce que dans l'entreprise, les gens se disent tiens, oui, effectivement, ça marche là, mais ça serait bien qu'on puisse le faire grandir. Donc, on automatise un maximum. Le Graal, c'est la complexité cachée par l'automatisation. Très bien. Donc, il y a une série de questions aussi un petit peu sur les prérequis pour mettre en place cette solution et vous avez commencé à y répondre en évoquant cette approche un petit peu incrémentale. Donc, quels sont les défis organisationnels pour réussir la mise en place? Demande Michel. Comment appréhendez-vous les systèmes de sécurité? Demande Christophe. Et moi, je dirais comment vous appréhendez la question aussi de la collecte des données, surtout quand on est dans des systèmes complexes. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la Société du Grand Paris, qui s'occupe du Grand Paris Express, avec des sources de données venant d'opérateurs et de mainteneurs très différents. Donc, peut-être des éléments sur ces prérequis. Alors, je pense que j'ai un peu répondu à la partie organisationnelle, comment y aller par étapes. Nous, on est, je dirais, on s'insère dans des contraintes de sécurité. Si vous avez des gens qui vous disent, des clients qui nous disent non, moi je veux pas de cloud, je veux les données, elles vont venir d'un cloud privé ou elles vont venir d'un serveur local, par exemple, notre logiciel, nous, il s'insère dans une architecture de sécurité que le client a implémentée. Donc on n'a pas de, je veux dire, on n'a pas de il n'y a pas de contrainte particulière, si vous voulez, par rapport à ça. Le client qui est très sécurisé, OK, il le met chez lui, dans son architecture. Bon, nous,
c'est pas nous qui opérons le logiciel. Le logiciel est installé sur les serveurs du client et puis à partir de là, il se passe rien de notre côté. Donc, on est complètement indépendant par rapport à la sécurité, si j'ose dire. Si le client il a des data lakes qui viennent de 50 fournisseurs différents, il va lui les stocker dans son data lake à lui. Donc, ça, c'est sa sécurité à lui. Ensuite, comment amener ces données vers le logiciel? Bon, ben ça, c'est pareil. Il le faudrait comme tout logiciel, quel qu'il soit. Il n'y a pas de contraintes particulières. Donc, la sécurité n'est pas un sujet, quelque part. On n'a pas de contraintes ou on n'a pas d'exigence de sécurité, quelle qu'elle soit. Je pense que voilà, donc, je peux pas répondre mieux que ça. Donc, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas cloud public. Vous n'allez pas. Il y a des gens qui vont nous dire, est-ce que vous êtes sur Amazon Web Services? Oui, on peut aller sur Amazon Web Services. Est-ce que vous êtes sur du Edge? Oui, on peut aller sur du Edge. Donc, c'est là où les clients mettent le curseur, qui exploiteront la solution comme ils le souhaitent. Très bien. Alors peut-être du coup, on peut passer à des questions sur le type de business model, le type de licence qui régit les logiciels, des questions donc de Nicolas et d'Olivier, et aussi donc fournissez-vous plutôt un produit ou un service, et quid de votre présence géographique? Alors on fournit un produit, on est éditeur de logiciel, on fournit sur les phases pilotes. Généralement, comme on a affaire à ce que je disais, en grande majorité, à 80% des cas, à des clients qui n'ont pas d'expérience en sciences des données, en data science, mais on a des clients qui en ont. Donc, sur les phases pilotes, donc on fournit de l'expertise technique, forcément, pour expliquer les subtilités de mise en œuvre. Généralement, c'est pas très important. Et ensuite, quand on est en déploiement, on fournit des licences et bien entendu du support technique si les clients le veulent. Le modèle de licence est extrêmement simple, c'est en fonction du nombre, c'est linéaire en fonction du nombre d'équipements. Donc, si vous avez 4 équipements, 10 équipements, 5 équipements, 10 000 équipements, hein, ça peut arriver, il y a des clients qui ont des milliers d'équipements, ce sont des petits équipements, donc la licence est en fonction du nombre d'équipements. Donc, c'est extrêmement simple, très, très basique, on va dire, comme modèle de licence. C'est pas au stockage de données, au volume de données, au nombre d'utilisateurs, tous ces aspects complexes. C'est une fonction linéaire du nombre d'équipements. Plus vous avez d'équipements, plus la licence est chère. Quel que soit si on est sur du cloud, si on est sur du edge, si on est de l'embarqué, complètement indépendant de la plateforme. À la troisième question, présence géographique. Donc aujourd'hui, nous sommes présents à Grenoble. C'est là ce sont les équipes techniques. Donc la stratégie en fait d'expansion de la société, c'est de rester éditeur de logiciel. On a aujourd'hui une volonté de travailler avec des partenaires qui viennent à nous. On a de plus en plus de partenaires qui viennent vers nous. Et ces partenaires, en fait, vont nous permettre de nous projeter tant en France qu'à l'étranger sur des projets de déploiement. Pas tellement pour mettre en œuvre la solution, hein, qui, je le répète, est très simple et nécessite essentiellement des compétences fonctionnelles des clients. Mais comme vous l'avez vu, quand les clients souhaitent l'intégrer dans des systèmes d'information, dans des workflows, là, ça fait appel à des compétences plutôt de systèmes d'information, d'intégration. Donc là, des sociétés comme Siemens, des sociétés comme Atos, des sociétés comme LGM et d'autres avec lesquelles on travaille sont là ou des gens comme Thales, hein, qui sont nos clients, mais qui peuvent aussi nous aider à faire des projets en Asie, par exemple, sur des clients qui disent bah oui, Thales, en fait, c'est notre intégrateur, c'est notre modèle. Donc, on n'a pas vocation à mettre des petits soldats d'Amiral Technologies dans le monde entier, faire un projet, je dirais n'importe quoi, mais à Singapour, pour une entité particulière, mais ça va être Thales avec lesquels on va travailler sur un projet à Singapour, de façon à pouvoir délivrer ce projet à Singapour, par exemple. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout limité par les contraintes géographiques. Très bien. Vous venez d'évoquer à l'instant les compétences fonctionnelles des clients. Est-ce que vous pouvez préciser comment vous travaillez avec les experts métiers lorsque vous implémentez une solution? C'est une question posée par Christelle. Oui, bien sûr. Généralement, un projet, c'est quelle est ma question? Qu'est-ce que je veux traiter? Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai un problème, donc un problème business, un problème fonctionnel qui je veux faire de la prédiction d'usure sur un équipement de mon véhicule, par exemple. Problème d'usure de frein sur des camions, par exemple.
Ça, c'est la question à laquelle il faut que je réponde. Bon, de quelles données je dispose? Là, je suis vraiment dans le fonctionnel. Je suis chef de projet chez un constructeur automobile. Voilà, j'ai tel type de données, j'ai des capteurs. Voilà ce que je voudrais avoir. Je voudrais avoir, par exemple, un indicateur d'usure de frein au sein de mon véhicule sur mon tableau de bord, comme j'ai un indicateur de jauge d'essence. Voilà, j'aimerais faire ça. Ça, c'est la question qui est posée. Alors, comment le faire? À partir de là, si vous voulez, vous discutez avec ces gens-là et vous dites, voilà, j'ai tel ou tel capteur, est-ce que j'aurais besoin de plusieurs capteurs, moins de capteurs, j'ai pas de données, où sont les données, qu'est-ce que je voudrais avoir en termes de niveau de précision, est-ce que j'ai besoin d'avoir en fait un modèle qui me fasse des prédictions en temps réel ou pas en temps réel, on n'est pas dans la vision par ordinateur, donc est-ce que ça suffit que j'ai par exemple une prévision, un taux d'usure tous les jours ou toutes les semaines, parce que c'est du frein, ça ne s'use pas en 5 secondes un frein. Donc ça, ce sont des questions fonctionnelles pour délimiter en fait les contours du projet d'un point de vue fonctionnel, la question à laquelle on veut répondre, et les données. Il se peut qu'on ne puisse pas répondre parce que y a des gens qui vont dire moi j'ai même pas de capteur. On a eu un cas où on n'avait pas de capteur, donc on a même fait un jumeau numérique de façon à simuler des données pour pouvoir s'assurer qu'on pourrait répondre à une question et orienter le client sur éventuellement la recherche ou la construction d'un capteur. Donc, mais en général, on ne va pas jusque-là, on l'a déjà fait. Donc, c'est ces discussions en fait qui permettent d'appréhender la question business, fonctionnelle et les données. Et à partir de là, on fait généralement à plus de 95% un projet pilote. Un projet pilote, donc c'est quelques jours, 2 semaines maximum, où on arrive donc avec l'assistance, mais l'assistance, ça peut être 2-3 heures sur les 15 jours du client, de façon à pouvoir lui prouver qu'on a un modèle prédictif avec de la bonne performance, c'est-à-dire très peu de faux négatifs, et de dire, voilà, maintenant on peut le déployer. Donc, l'implication du client elle est essentiellement sur la définition du scope du projet et voir si nous, de notre côté, on peut le faire ou pas. Et généralement, on peut le faire. Mais il nous est arrivé d'arriver à des conclusions chez les clients, de dire il n'y a pas de solution mathématique à votre problème. Et paradoxalement, le client nous a dit, dans le domaine de l'aéronautique, on pensait qu'il n'y en avait pas, mais vous nous confirmez qu'il n'y en a pas, donc on va arrêter d'essayer de trouver une solution à ce problème-là. Ce qui était pour lui positif aussi. Très bien. Une série de questions plus techniques. Donc, la première, est-ce qu'on peut qualifier votre solution d'optimisation de capteurs hétérogènes et en fait de manière d'identifier les cofacteurs les plus impactants sur la dégradation des performances du produit? C'est une question d'Hicham. Est-ce que je peux peut-être dans la foulée les autres questions techniques? Non, je sais déjà, je vais un peu répondre à ça. Non. Alors, sur cette question, ça peut être la solution permet effectivement, comme je disais tout à l'heure, de classer les capteurs par ordre d'importance. Donc, si vous avez, je prends le cas de 1400 capteurs, mais bon, généralement, on n'en a pas autant, on peut en avoir quelques-uns, quelques dizaines. Donc, oui, ça peut être la question. On peut dire, moi, j'ai plein de capteurs, quels sont ceux qui sont pertinents? Prenez le cas de l'industrie automobile tout à l'heure ou d'autres, mais peut-être qu'au fait, les 3 capteurs, ça suffit. C'est pas la solution ne s'arrête pas là. Donc on peut dire oui, effectivement, ça répond à des besoins d'optimisation, savoir quels sont les bons capteurs, quels sont pas les bons capteurs. On peut mettre au point aussi des capteurs logiciels. Ça aussi, c'est un point extrêmement intéressant. On a fait ça, c'est un des use cases que je peux vous envoyer. Les gens qui me le demanderont, je leur enverrai. On a mis au point des capteurs logiciels qui permettent en fait en production de ne pas avoir des capteurs physiques, mais d'avoir un capteur logiciel qui évite en fait d'avoir des capteurs physiques, donc de réduire des coûts des capex. Donc c'est pas que de l'optimisation, c'est de l'optimisation, mais derrière il y a la production de modèles, de pannes, d'usure et de fin de vie qui répond à des questions de retour sur investissement, de gain client. Mais en fait, on pourrait dire qu'il y a 2 aspects, effectivement, optimisation, identification des capteurs, mais le gain le plus important, il est sur la partie production et exploitation des modèles en tant que tel. D'accord. Une autre question d'Alexandre. Avez-vous obtenu des résultats sur des machines tournantes sans connaître la phase de process? Oui, je peux répondre à ça. On a dans nos cas d'usage, on a 2 cas. L'un sur des moteurs automobiles, où justement on a fait un capteur logiciel. On avait à peu près 6 capteurs. On a créé un 7e. Donc là, c'est effectivement des aspects mécaniques et
tournant, hein, parce que le moteur ça tourne, sans connaître le modèle physique, bien sûr. Et dans le domaine de l'aéronautique aussi, on a effectivement fait la prédiction de panne sur un équipement mécanique, des équipements tournants, donc avec des capteurs type vibration, des capteurs de température. Donc oui, ça reste des cas d'usage que l'on fait. C'est pas la majorité, mais aujourd'hui, on n'a pas, pour répondre à la question peut-être à l'envers, on n'a pas comme je vous le disais tout à l'heure, on est agnostique, on n'a pas eu de cas sur lesquels, dès lors qu'on a des capteurs et qu'on a des données de série temporelle, une fois de plus, je reviens sur des données temporelles de haute fréquence, hein, c'est pas des données toutes les minutes ou toutes les heures, où là, les approches statistiques conviennent bien, aussi bien que notre solution, mais sur des capteurs, quels qu'ils soient, on n'a jamais eu de problème particulier, que ce soit sur des équipements mécaniques, tournants, pas tournants, flottants, électroniques. Une fois de plus, la solution est agnostique. Mais pour répondre à la question, oui, on a publié 2 cas d'usage, on en a eu plus que ça, mais on a des cas d'usage mécaniques et tournants et autres. Alors, une autre question de Thierry. Prenez-vous en compte des modèles physiques? Pardon? Prenez-vous en compte des modèles physiques? J'imagine que ça, c'est une question qui est liée à éventuellement la production de jumeaux numériques. Alors, comme je disais, on est complètement indépendant des modèles physiques. Maintenant, on a eu, je reviens à ce cas-là, qui est aussi publié comme cas d'usage. C'était dans le domaine du ferroviaire. Dans le domaine du ferroviaire, sur des aspects, je dirais, de frottement, d'usure en fait d'un équipement sur un wagon. Le client nous a demandé de pouvoir simuler des données par rapport à un capteur qu'il n'avait pas encore, et donc on a dû mettre au point un jumeau numérique. Donc imaginez un jumeau numérique à partir du modèle physique de l'équipement, hein, du wagon, pour simuler des données et pour lui prouver qu'en fait notre modèle prédictif était efficace, de façon à ce que lui, a posteriori, puisse imaginer son capteur qui était en fait simulé par ce jumeau numérique. Donc je pense que j'ai répondu à la question comme ça. Mais une fois de plus, je le répète, on n'est pas lié à un modèle physique, mais s'il y a besoin d'imaginer un jumeau numérique pour simuler des données, on peut le faire aussi. D'accord. Il y a 2 questions encore. Donc, une qui est la prédiction peut-elle être utile dans la prospection? Une question de Sébastien. Et puis, une question de Nicolas. Quel est votre modèle et niveau de support client? Alors non, on n'est pas, si c'est quelqu'un qui veut savoir quand est-ce qu'il va, non, la prospection commerciale, non, puisque les données ne sont pas des données venant de capteurs physiques. Ou alors j'ai rien compris. Il y a peut-être des capteurs physiques sur les commerciaux en fonction de leur stress. Non, là, je pense qu'il y a des solutions qui existent sur le marché qui sont tout à fait adaptées à des données de type tabulaire, on va dire, des données discrètes. Donc nous, on n'a pas notre solution n'est pas du tout adaptée à ce niveau-là, dans la prospection de prévision de chiffre d'affaires. La deuxième question, bien sûr, alors, on fait du support technique vis-à-vis de nos clients pour lesquels on travaille en direct aujourd'hui, parce qu'on a des clients avec lesquels on est en direct. Maintenant, notre business model, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, évolue assez vite vers un modèle indirect où l'idée, c'est que les intégrateurs, dont je parlais tout à l'heure, feront le support technique de niveau 1 et niveau 2 vis-à-vis des clients, et nous, on sera en niveau 3, donc business model assez classique pour un éditeur logiciel, dans un business model de type indirect. Avec certains clients aujourd'hui, puis comme ce sont nos premiers clients sur lesquels on a besoin d'être très présent pour apprendre, aujourd'hui, 95% de nos clients, on est en approche directe, donc le support technique aujourd'hui se fait en direct. Il peut y avoir des clients qui nous disent non, moi je ne veux pas travailler avec des partenaires, ou il y a des clients qui peuvent dire moi je ne travaille qu'avec des partenaires. Donc il faut savoir s'adapter, mais le support technique aujourd'hui est fait de toute façon in fine par Amiral Technologies. Très bien. On a encore 3 questions techniques de Nicolas, Amgad, Alexandre. Donc, votre produit semble pouvoir répondre à un cas d'usage lié à la détection de dérives par rapport à une situation nominale, hors problème de maintenance, d'usure, de dégradation. Est-ce que vous confirmez? La deuxième, c'est pouvez-vous identifier la localisation, le composant où il y a des défauts? Et puis, j'attendrai pour la troisième. Oui, bien sûr. Donc, la première question, oui, effectivement, oui, les dérives,
les dérives sur des aspects fin de vie, sur des aspects UBUR. Donc ça, ce sont des dérives, effectivement. Donc là, on a des cas d'usage là aussi qui sont documentés dans nos cas d'usage. Donc, on est sur des dérives, je confirme. Et on a même un cas d'usage sur des dérives au niveau de la qualité, hein, sur du manufacturing, quand on voit que la qualité en fait est en train de dériver, donc ça permet de déclencher des actions de maintenance, de remplacement d'une pièce de façon préventive, de façon à éviter la panne. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces aspects dérives, donc anticipation, on peut aussi documenter les différentes actions de maintenance. Donc, on est dans de la maintenance prescriptive en identifiant en fait les différents clusters de dérives. Donc, on peut aller jusque-là. Mais oui, je confirme, dérive, c'est ce qu'on fait très, très bien. Et localiser, dès lors qu'on a effectivement des capteurs, on peut identifier effectivement la panne provient de tel capteur. Le capteur étant localisé à un certain endroit, voilà, on pourra l'identifier. Maintenant, si c'est des notions de GPS, bon, si on a un capteur GPS, on pourra l'identifier, mais c'est plutôt en fait identifier un problème lié à un capteur ou des capteurs qui permettront en fait aux experts métiers de se dire effectivement on a un problème de vibration par exemple sur un arbre mécanique, le capteur étant situé à tel ou tel endroit, ça peut nous permettre d'identifier la localisation. Maintenant, ce qui est intéressant aussi en phase de mise au point, quand on met au point les modèles, il y a des clients, on peut aussi faire des tests où un capteur, on peut le balader, on va dire, sur un arbre ou sur un équipement électronique ou sur un autre endroit en disant mais peut-être que là, il va être plus efficace, les données à cet endroit seront plus efficaces en fonction du positionnement physique du capteur ou rajouter d'autres capteurs. Donc, on peut, en mode de mise au point des modèles, aussi avoir une meilleure compréhension, affiner la compréhension physique des équipements qui sont surveillés par les experts métiers. Donc, ça peut contribuer aussi à cette compréhension-là. Voilà, et donc la question d'Alexandre, c'était mes mesures de vibration me renvoient le niveau global sur 3 axes toutes les 2 minutes pour un cycle process de 60 minutes. Est-ce un échantillonnage suffisant? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Il faudrait pouvoir échantillonner de façon… on peut toujours regarder, mais effectivement, ça veut dire qu'on aurait à peu près 30 échantillons sur un cycle. Il faut regarder, je dirais, je peux pas répondre oui ou non. C'est possible, il faut voir le cycle, faut comprendre un peu plus comment fonctionne l'équipement. Pourquoi pas, je dirais. C'est pas impossible, il faut regarder en détail. J'ai pas de réponse comme ça. Chaque cas est un cas un peu particulier, mais 30 données, 30 échantillons au sein d'un cycle, ça peut se faire. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je pense que la dernière était quelque part une invitation à contacter Amiral Technologies, Simon Gazakian, pour justement rentrer dans l'étude plus précise de cas d'usage auxquels vous êtes confrontés dans vos différents métiers. En tout cas, on vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. On remercie Amiral Technologies. Merci. À très bientôt.